Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 7 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, rencontres, reportages, décryptage, votre météo à venir et la suite des expositions à ne manquer sous aucun prétexte en principauté pendant l'été, à commencer par l'exposition événement consacrée à la Princesse Grace qui a débuté samedi au cœur des grands appartements du Palais Princier et baptisé tout naturellement Grace. L'ouverture aujourd'hui du 9e salon Art Monte-Carlo au Grimaldi Forum. Son organisatrice Charlotte Diwan sera notre invitée dans quelques instants. Nous reviendrons également sur le lancement du programme Ride and Learn, fruit de la collaboration entre l'Union cycliste internationale et Peace and Sport. Jean-Jérôme Mortier, directeur général de l'organisation basée à Monaco, nous en expliquera tous les enjeux. Et puis nous intéresserons à la formation aux professions judiciaires pour sensibiliser les professionnels à la lutte contre le blanchiment d'argent. Enfin, à la fin de votre journal, nous vous proposerons une balade au large de Monaco à la découverte des cachalots et autres dauphins. Comme vous le savez, la seconde session de l'Académie de la mer de Monaco se tient depuis une semaine en principauté et se terminera le 12 juillet après notamment une table ronde sur les flux migratoires et le trafic d'êtres humains qui empruntent les voies maritimes, la découverte également de notre Monaco, de la gastronomie aussi par le prisme de la Méditerranée. La matinée de ce lundi, en présence du prince souverain, était-elle consacrée cette fois à la question baleinière. Vendredi, pour la session de clôture, un colloque sera organisé à 9 h au Sea Club autour de la mer et des énergies. C'est une exposition événement, je vous le disais, qui s'est ouverte samedi dans les grands appartements du Palais Princier. Exposition consacrée à la Princesse Grace, tout simplement baptisée Grace, un hommage intimiste et sensible à travers des portraits, des objets personnels qui nous permettent de découvrir la femme que Grace Kelly était, au-delà de l'icône qu'elle représentait. Voici le reportage d'Émilie Rousseau et de Thomas Deus. Elle était magnétique, charismatique, d'une élégance intemporelle. Grace Kelly a marqué l'histoire d'Hollywood à Monaco. Dans l'exposition intitulée Grace et présentée au Palais Princier, c'est un autre regard, une autre approche que l'on nous propose d'explorer et qui nous révèle la femme derrière l'icône. Une femme qui était très forte, très indépendante, très humaine également. C'est une exposition qui veut justement montrer tous ces aspects-là, en plus de sa beauté, de sa grâce et de son style unique. Déployée sur 90 mètres carrés, l'exposition rassemble des portraits en noir et blanc de Grace Kelly avec son regard puissant qui nous accompagne tout au long de la visite. Des clichés pris notamment par Howell Conant qui se mêlent aux accessoires, aux objets personnels pour certains jamais encore dévoilés au public. La scénographie de cette exposition imaginée par Natalia Mlodzikowska et Marie-Ève Mestre nous transporte dans 3 salles à la découverte de 3 univers différents. Le premier univers, c'est un univers consacré à sa fonction, à qui elle était en représentation, que ce soit dans la rue avec ses enfants, que ce soit lors de déplacements officiels. On part avec la deuxième salle vers quelque chose de déjà beaucoup plus intime. On a salué son amour pour la nature, surtout pour tout l'univers végétal. Et en dernière salle, nous sommes vraiment dans l'intime, avec des photos relatives à sa famille, à son couple et les accessoires aussi, beaucoup plus personnels. Cet événement est une parenthèse enchantée, sensorielle également, avec ce parfum de rose qui s'échappe dans les 3 pièces des grands appartements, fragrance que la princesse affectionnait particulièrement. L'exposition Grace pourrait être une longue série d'événements pour mettre en valeur les facettes de la personnalité de Grace Kelly, devenue princesse de Monaco. Monte-Carlo est de retour pour une 9e édition. Ce salon d'art accueille des galeries du monde entier pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Dans le reportage qui va suivre, on vous propose un avant-goût de ces pièces contemporaines et c'est avec Alban Gingembre, Uko Komassam et Clélia Renaud. Peinture, sculpture, collage, l'art contemporain casse les codes pour un style plus libre. Pendant 2 jours, l'Art Monte-Carlo accueille 25 galeries venues du monde entier. L'occasion pour les collectionneurs d'entrer dans l'imaginaire de plus de 200 artistes. Parmi les exposants, la maison Piaget, partenaire principal du salon. C'est vraiment l'idée de faire découvrir de manière intime notre maison. Chez Piaget, tout est association de créativité et de savoir-faire.
des créativités qui nourrissent des savoir-faire et des savoir-faire qui nourrissent la créativité. Et c'est ça qu'on veut particulièrement illustrer. Et ça, on le fait au travers d'une thématique globale qui est le travail de la forme et de la matière. D'autres galeries plus jeunes attendent ce salon avec impatience, car c'est l'occasion de rencontrer une clientèle internationale. La sélection est très très bonne. C'est un salon qui reste intime, on peut avoir des vraies conversations avec les collectionneurs. Et puis les collectionneurs sont au rendez-vous. C'est vrai qu'en tant que galerie, on a envie de connecter, on fait un peu le tour du monde et le sud de la France et Monte-Carlo est important pour nous. À chaque année, on défend notre programme en pensant toujours aussi aux collectionneurs. Nous, on est une galerie, jeune galerie, ça fait 6 ans qu'on a ouvert, qui est dédiée aux artistes des scènes du Sud. On a beaucoup d'artistes qui viennent d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine. Et c'est vrai qu'on détonne un petit peu, on essaye d'apporter un peu de couleur et une certaine singularité au salon. Et pour les passionnés, des tables rondes, des conversations sont organisées pour aller encore plus loin dans l'art contemporain. Et avec nous ce soir, la directrice d'art Monte-Carlo, Charlotte Diwan. Bonsoir à vous. Bonsoir. 2 grandes journées pour le retour. C'est la 9e édition, en tout cas, d'Art Monte-Carlo. À chaque fois, on voit des choses assez merveilleuses. À chaque fois, on le rappelle, c'est pour mélanger un petit peu ce qui se passe aussi dans la région et au niveau international. Exactement. Donc, on propose une plateforme pour les galeries internationales ici en Principauté, tout en maintenant un ancrage local fort, avec notamment la présence aussi de galeries monégasques sur le salon et de collaborations institutionnelles sur place aussi à Art Monte-Carlo. Combien de galeries, comment est disposée cette exposition? Alors l'exposition est disposée en 2 parties puisqu'on a la chance cette année d'investir pour la première fois la nouvelle extension du Grimaldi Forum. Donc un premier espace qui se trouve vers l'accueil, abrite sur le salon des éditeurs d'art et des projets spéciaux ainsi que notre nouvel espace dédié à un programme de conférences. Et sur la surface supérieure de l'extension, l'espace Pinède, nous avons accueilli ici nos 25 galeries exposantes pour Art Monte-Carlo. Donc on est au nombre de 25 galeries sur la foire. Et en plus de ce programme de galeries, nous avons proposé plusieurs projets spéciaux. Comment vous sélectionnez, Charlotte Diwan, ces galeries qui viennent à Monaco? Alors nous avons un comité de sélection en place qui chaque année passe en revue toutes les candidatures qui sont reçues pour Art Monte-Carlo. Et ensuite c'est notre comité qui se réunit et qui avec des critères de sélection qui sont surtout la qualité en fait, des projets proposés, font la meilleure sélection possible. Ce ne sont que 2 jours, ça veut dire que c'est un véritable marché de l'art en tout cas ici, dans cette nouvelle antenne du Grimaldi Forum. C'est 3 jours d'exposition, 25 galeries internationales, 2 projets institutionnels organisés avec le Centre Pompidou, puisque celui-ci a une actualité importante en Principauté en ce moment. Une exposition aussi dédiée au design d'intérieur avec un invité de marque qui est Pierre Jovanovic. Et voilà, une sélection, comme je disais, d'éditeurs d'art, en plus d'un programme de conférences, abrité aussi à Art Monte-Carlo et qui aura lieu mardi 8 et mercredi 9 juillet. C'est un vrai rendez-vous de prestige, en tout cas pour Monte-Carlo, pour votre marché, bien sûr, hein, pour ce rendez-vous de Art Monte-Carlo 9e édition. Exactement, notre ambition, c'est vraiment de proposer une plateforme pour le marché de l'art à Monaco et qui soit aux exigences de tous les collectionneurs et amateurs d'art qui habitent ici et dans la région. Vous avez parlé également d'un programme de, on peut appeler ça comme ça d'ailleurs, hein, si je peux me permettre, un programme de conversation aussi. Oui, tout à fait. On a un programme de conversation. On va par exemple organiser, à titre d'exemple, demain, dans l'après-midi, une première conférence avec notre partenaire officiel qui est Piaget. Et on aura le grand honneur de recevoir M. Yves Piaget sur le salon qui donnera une conférence sur l'historique de la maison et surtout les célèbres collaborations que la maison a fait avec des artistes depuis les années 60. En gros, c'est pour mieux connaître l'art encore, mieux le partager, ce plaisir? En tout cas, mieux comprendre l'histoire de l'art et son implication dans la production d'aujourd'hui. 3 jours, vous l'avez dit, hein, et mercredi encore. Merci 1000 fois, Charlotte Diwan, d'être venue nous présenter en tout cas Art Monte-Carlo, qui fête cette année sa 9e édition déjà. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. On va parler économie et finances maintenant. Alors que Monaco a été, on s'en souvient, pointé du doigt par le GAFI, le groupe d'action financière internationale, en juin 2024, jugeant le pays non conforme aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment. De nombreux acteurs se sont mobilisés pour changer la donne
Et cela passe notamment par la formation des magistrats. Sarah Inkarim et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à la clôture de celle débutée en février dernier. 30 heures pour sensibiliser et surtout former les professionnels liés aux affaires de blanchiment de capitaux. La formation proposée en février dernier par l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires fait partie des leviers actionnés pour progresser en la matière. Elle s'adresse à un large public. Tous les professionnels qui sont impliqués par la chaîne d'identification, de neutralisation. Cela va de l'identification des avoirs criminels, la police, le parquet, ça va jusqu'à la saisie par les différentes instances et autorités administratives indépendantes de la principauté, la saisie, la gestion des avoirs criminels, et puis bien évidemment l'objectif est d'assurer une neutralisation de toutes ces activités illicites. Elle s'est achevée ce vendredi 4 juillet autour d'intervenants étrangers. L'idée est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, en l'occurrence ici, en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Nous sommes en train de rattraper les dispositifs légaux, c'est presque accompli, une tâche accomplie. Nous adaptons les dispositifs, vous savez que nous allons équiper lourdement une section financière du parquet général à la rentrée qui va travailler là aussi à lutter contre le blanchiment et les délits financiers. Donc la particularité de Monaco, c'est peut-être l'effervescence, la prise de conscience, le travail considérable qui est fait depuis maintenant 2 ans pour amener notre pays au niveau des grands standards internationaux. Donc notre particularité, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de travail, beaucoup de dynamisme pour réussir. Monaco a en effet été encouragé par Moneval en décembre dernier. Les efforts doivent se poursuivre. Le pays entend sortir de la liste grise du GAFI dès juin 2026. Les sports en tennis, nos joueurs de double monégasques toujours au top cette saison, avec comme à Roland-Garros, Hugo Nys associé à Édouard Roger Vasselin, également Monaco. Ils continuent cette fois tous les deux l'aventure en 2e semaine à Wimbledon. Ils affronteront demain en quart de finale le duo tête de série numéro 1 de ce tournoi sur herbe, la paire Arévalo-Pavic, qu'ils ont battu, notez-le bien, le mois dernier au tout premier tour du tournoi parisien Porte d'Auteuil. En basket, il n'aura porté en match officiel que quelques petites minutes. Le maillot de la Roca Team, l'intérieur américain Vito Brown, quitte Monaco après une unique saison avec les Rouges et Blancs. Alors que le Tour de France cycliste a débuté autour de Lille ce week-end, un lancement de circonstance d'un tout nouveau programme appelé Ride and Learn qui a été initié par l'UCI, d'un côté l'Union cycliste internationale et de l'autre par l'organisation Peace and Sport. Jean-Jérôme Mortier, son directeur général, nous en dévoile les grands contours dans cet entretien signé Théo Schumer. Jean-Jérôme Perrin-Mortier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. L'année de Peace and Sport a été riche. Quels en ont été les grands temps forts ? Alors déjà, nous avons eu la journée internationale du 6 avril, qui est la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui nous a permis de lancer cette campagne de sensibilisation sur le fait que 460 millions d'enfants vivaient dans des zones de conflit, avec notre carton blanc, avec plus de 120 millions de personnes qui ont participé à la campagne. Et cette année, on a travaillé un petit peu différemment. On a travaillé à des grands partenariats stratégiques, notamment avec la LFP, la Ligue nationale de football en France, ainsi que différents acteurs pour faire la promotion de la paix par le sport au travers de cette campagne Wildcard. Quels territoires ont particulièrement mobilisé votre action cette année et avec quels résultats ? Alors, on a des territoires habituels, on va dire, avec la région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est. Nous avons un nouveau programme qui a été lancé en partenariat avec notre vice-président Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a nos territoires habituels, je dirais, avec l'Inde et l'Amérique latine en Colombie, tout particulièrement. Sur le plan institutionnel ou financier, comment se porte Peace and Sport ? Est-ce que les donateurs et vos soutiens sont toujours au rendez-vous ?
Alors j'aurais tendance à dire c'est une thématique qui demande toujours beaucoup d'investissement et financier et en temps humain, mais la structure se porte bien. On a une présidence avec Joël Bouzou extrêmement sérieuse et c'est vrai qu'on est plutôt dans des phases avec des opportunités, avec un forum international qui a lieu tous les 2 ans maintenant à Monaco et qui est franchisé sur d'autres territoires les autres années, qui nous permet aussi d'acquérir des nouveaux donateurs et des nouveaux financements qui nous permettent derrière d'alimenter les programmes de terrain, ce qui est quand même la vocation de Peace and Sport. Peace and Sport peut s'enorgueillir d'avoir lancé de nombreux projets. On pourrait noter le récent partenariat lancé le 20 juin dernier à Copenhague avec l'Union cycliste internationale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette union ? Alors ça rentre dans le cadre des grands partenariats que nous développons ces dernières années. L'Union cycliste internationale est une fédération internationale qui est très mobilisée sur le développement par la pratique du vélo. Et en effet, on a lancé une méthodologie, le Ride and Learn, qui permet de former des éducateurs à la paix par le sport et qui permet au travers d'exercices techniques de transmettre des valeurs et de pacifier les communautés sur des territoires où les jeunes sont divisés. En tout cas, la priorité autour de ce projet, c'est aussi de toucher toutes les fédérations nationales, c'est-à-dire que la Fédération internationale de vélo a un certain nombre de fédérations nationales, plus de 150 membres, et l'objectif, c'est que la méthodologie soit développée sur l'ensemble de ces territoires. Dans un monde où la guerre fait encore rage et où les tensions géopolitiques sont vives, est-ce que vous demeurez convaincu de la capacité du sport à favoriser ou du moins à encourager à la paix ? Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, nous on est des activistes de la paix, donc on croit vraiment dans ce qu'on fait. Ensuite, c'est vrai que lors de conflits, c'est difficile d'intervenir. Mais en amont de conflits, il y a vraiment énormément de choses à faire pour stabiliser les territoires par l'activité paix par le sport, avec des exercices auprès des gamins qui sont dans des communautés divisées. Et dans l'après-conflit, c'est aussi comment ces gens qui ont été divisés peuvent se retrouver pour retrouver des valeurs communes et réussir à vivre ensemble. Et le sport, il n'y a pas un meilleur outil à l'heure actuelle. Merci beaucoup Jean-Jérôme Perrin-Mortier d'avoir répondu à nos questions sur cette riche année de Peace and Sport. Merci à vous. Merci à vous. Nous vous avons présenté la semaine dernière la société Monaco Riviera Navigation qui propose des sorties touristiques autour du littoral monégasque pour découvrir d'une autre façon la principauté. Il faut le savoir, cette société propose également des balades les mercredis et les samedis matins à la découverte des cétacés et autres mammifères marins. Fabien Bonilla et Camille Caloni ont fait partie d'une de ces excursions. Le rendez-vous est donné chaque mercredi et samedi matin à 8h15 du côté du quai des États-Unis. Ce jour-là, une vingtaine de personnes a pris la mer direction le large à une quinzaine de milles nautiques de Monaco. C'est parti pour une balade à la recherche de dauphins, baleines, tortues ou autres pendant 4h30. Nous allons au large, c'est-à-dire dans le sanctuaire Pelagos, et pour faire découvrir la mer au-delà de nos plages, parce que la majorité des résidents de la principauté ou même voisines connaissent pas la mer. Souvent, ils sont étonnés d'apprendre qu'à quelques milles, nous pouvons rencontrer des dauphins, un cachalot, un rorqual commun. Donc l'objectif, c'est un peu éducatif, c'est surtout ça la motivation, c'est pas économique. Et en même temps, vous savez qu'il y a un rôle de protection à mettre en place, quoi. Et donc on veut jouer ce rôle à notre niveau monégasque pour faire comprendre qu'il y a des animaux pas loin et qu'ils ont besoin d'être protégés, quoi. C'est l'avenir de la terre, c'est l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Le prix d'entrée est de 65 € pour 4h30 de navigation, sans l'assurance de pouvoir observer quelque chose. Et pourtant, au bout d'environ 1 heure, on aperçoit à une centaine de mètres du bateau un petit geyser d'eau. C'est un grand cachalot qui pointe son nez. Le temps suspend son vol pendant quelques minutes et puis un plongeon observé par le photographe de la rédaction. Une façon peut-être pour ce cachalot de nous dire au revoir. Lui et nous partons chacun vers d'autres horizons. Il faut savoir que la société Monaco Riviera Navigation a pour objectif d'obtenir très prochainement le label High Quality Whale Watching, un label qui identifie les excursionnistes impliqués dans une démarche éco-responsable. En attendant, un commentaire sonore de 3h30 en français et en anglais donne des explications sur ce type d'expédition et sur l'approche des mammifères marins, une sorte de code de bonne conduite.
Après 4 heures de navigation, la balade en mer touche à sa fin et cerise sur le gâteau, alors que les passagers pensent qu'ils ne verront plus rien, des dizaines de dauphins nous proposent un véritable balai autour de l'embarcation pendant environ une demi-heure pour la plus grande joie des passagers. C'était génial, je ne m'attendais pas à voir autant d'animaux parce que comme c'est sauvage, on ne sait pas trop s'ils vont être là ou pas. Et du coup, on est vraiment content d'avoir vu des dauphins et un cachalot. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié. Au début, on a pu voir donc un cachalot et rien que pour ça, cette expérience était incroyable. Et bien, par la suite aussi, on a vu donc les dauphins. Et là, non, c'était vraiment un moment magique, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ouais, en fait, ils sont restés longtemps avec nous. Donc, on a pu les voir plusieurs fois et je trouve que c'était vraiment trop bien. C'était trop beau. De retour au port, après avoir vu un cachalot et une multitude de dauphins, nous sommes tous repartis avec des photos ou des vidéos, mais surtout des souvenirs plein la tête. Il s'appelle Tanuj, originaire d'Inde, il a seulement 16 ans et se passionne pour la lecture. Ce n'est plus si courant chez les jeunes de son âge et c'est justement ce qui l'a poussé à créer son propre club de lecture. Théo Schumer et Jean-Alexandre Dordet l'ont rencontré à la Princess Grace Irish Library. Le Riviera Readers n'est pas un simple club. Il est né d'une passion pour la lecture bien sûr, mais avec un fort engagement, celui de lutter contre la monotonie et la vacuité des réseaux sociaux. Et le message est encore plus fort quand on sait que c'est un jeune de 16 ans qui en est le porteur. Moi et enfin même mes camarades, on passait notre temps à scroller sur Instagram et sur les réseaux sociaux, mais en fait moi depuis la naissance j'ai préféré lire, donc je me suis dit pourquoi ne pas fonder un club dans une bibliothèque solennelle très calme et en fait même magnifique. Et donc c'est pour ça que l'aide de Géraldine et Paula qui sont les directrices de cet établissement, donc j'ai lancé le club. Et pour éviter le sentiment d'isolement que crée la lecture, Tanuj a poussé un peu plus loin le concept. Ce club il est un peu unique, c'est-à-dire normalement on impose des livres, mais en fait ce que moi je fais c'est que vous pouvez choisir votre livre, donc on a plus de 14 000 livres et donc on vous laisse tranquille, mais après au début si vous voulez socialiser, donc on vous laisse 30 minutes. Le club a posé ses valises en février à la petite Princess Grace Irish Library, la mythique bibliothèque du Rocher, un lieu à l'atmosphère calme et détendue, loin du tumulte des grands boulevards. La directrice a immédiatement accepté l'idée. N'importe qui peut venir, n'importe quand, mais ça fait plaisir d'avoir tout le monde en même temps. Donc, on aime bien remplir les chaises. C'est très silencieux parce que tout le monde lit, mais après, ils peuvent discuter leurs livres. Chacun lit leur propre livre. Donc, c'est vraiment quelque chose, en parallèle, une séance de lecture, mais aussi d'avoir la possibilité de discuter la littérature avec les autres intéressés par tout ça en même temps. Donc c'est vraiment convivial. Tanuj est également soutenu par le Kiwanis Club de Monaco qui partage les mêmes valeurs. Un des axes de ce qu'on fait dans le cadre du Kiwanis, c'est l'aide, le soutien au développement d'initiatives et de leadership chez les jeunes. Et donc quand on a vu ce que Tanuj avait mis en place avec le Riviera Reader Silent Book Club, on s'est tout de suite dit que c'était essentiel de pouvoir les soutenir. On a travaillé avec Tanuj pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement le soutenir. Et il nous a parlé de mugs et puis de gourdes. Donc il nous a dit que pendant les ateliers, ce sont des choses qui pourraient le soutenir. Donc c'est vrai que les jeunes qui viennent, ils peuvent lire et puis boire un petit peu de thé et avoir la gourde. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis on va aussi les inviter au Salon du Livre. On va avoir un stand en commun. Le club de lecture Riviera Readers est gratuit et ouvert à tous. Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir, en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, consacrés ce soir à l'exposition baptisée Grâce, qui vient d'ouvrir ses portes dans les grands appartements princiers. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, le soleil continue de briller dans un grand ciel bleu en principauté. Il fera beau malgré une baisse des températures, 22 degrés le matin et 28 l'après-midi. On passe en dessous de la barrière des 30 degrés. L'indice UV restera très fort, donc continuez de vous protéger. Le mardi 8 juillet, nous fêtons les Thibauts et la citation du jour, « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute », des mots de Jean de La Fontaine, qui est né un 8 juillet 1621. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.